Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Rebonjour, vous êtes sur les ondes du Francophone pour la deuxième partie du congrès CCCF à Toronto 2019. Je suis avec mes collègues, les mêmes que vous avez écoutés hier, Dr Francis Paquette, Dr Philippe Saint-Arnaud et Dr An-Ting Wang. Aujourd'hui, ça a été une journée qui était beaucoup plus sciences fondamentales. On a eu quand même beaucoup de cliniques, mais c'était très fondamental, fait qu'on va essayer de rendre ça un peu plus léger que la journée qu'on a eue à vous présenter. Somme toute, ça a été une très belle journée. Alors, on commence rapidement avec Dr Paquette. Francis, il y a eu pas mal de choses sur l'ECMO ce matin? Oui, aujourd'hui, j'ai été voir les présentations sur l'ECMO. Ça a commencé avec Alain Conze qui a représenté son étude sur Eolia avec ces données qui ont été réinterprétées avec une analyse bayésienne. Ce qui a démontré, encore une fois, c'est qu'il y avait une diminution de mortalité quand on utilisait l'ECMO chez les patients avec un ARDS sévère et avec beaucoup de dysfonction organique. Et ce qui a démontré, c'est que dans le fond, avec les patients très malades en ARDS, il y avait 46% de mortalité, mais avec l'ECMO, on avait une diminution de mortalité jusqu'à 35%. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un sous-groupe de patients qu'on appelle les patients crossover, qui étaient les patients qui avaient des hypoxémies réfractaires. Il y avait plusieurs critères là, pour les catégoriser. Puis quand il y avait un échec au traitement médical conservateur, la ventilation mécanique conservatrice, puis qu'il fallait aller vers une solution plus invasive comme l'ECMO, ces patients-là avaient beaucoup plus haut taux de mortalité, jusqu'à 57%. Donc, ce qu'ils voulaient passer comme message avec cette nouvelle réinterprétation des données-là, c'était que dans le fond, il fallait se décider plus rapidement que trop tard d'aller vers l'ECMO pour ce type de patient-là. Alors, donc, globalement, quelqu'un qui travaille dans un centre qui n'a pas d'ECMO, c'est de penser à un transfert beaucoup plus rapide avant que l'hypoxémie devienne pas réfractaire, mais presque réfractaire avant de transférer. Oui, okay. Exactement. Ça va un peu avec ce que Dr Bellemare essaie de faire à Sacré-Cœur, là, à faire des transferts rapides, là, comme quand il va chercher des patients à Joliette, puis comme il a expliqué l'année passée qu'il faisait au dernier congrès du Francophone. Dr Wang, An-Ting, tantôt, en dehors des ondes, tu parlais un peu des trucs, des études par rapport à ça, puis tu parlais un petit peu de l'étude Eolia, puis tu questionnais, je pense, si je me rappelle bien, tu disais que c'était un peu bizarre des fois de faire une étude sur l'utilité de l'ECMO. Tu pourrais-tu nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que tu voulais expliquer? Oui, je pense que, tu sais, démontrer que l'ECMO fonctionne ou pas, pour pas dire que c'est futile, mais je pense qu'on manque peut-être un peu le bateau des fois. C'est comme dire, un patient qui a une pneumonie, est-ce qu'on l'intube ou pas? Ou un patient avec une RDS, est-ce qu'on l'intube ou pas? Est-ce que la ventilation mécanique va le sauver? La question, une des premières que je connais de ce sujet qui a été le 6 versus 12 cc kg ventilation, n'était pas une question sur est-ce qu'on l'intube, était une question sur comment on ventile. Fait qu'encore une fois, je pense que le but de mettre un patient sous ECMO en ARDS réfractaire, oui, il y a une partie pour assurer l'oxygénation, mais c'est aussi de trouver des thérapies de ventiler ce poumon-là malade pour éviter le dommage le plus possible en termes de biotrauma, de barotrauma et tout ça. Fait que je pense qu'il y a une question intéressante derrière tout ça qui est, maintenant qu'on l'a mis sous ECMO, mais comment est-ce qu'on ventile ce patient? Puis je pense que c'est là peut-être la clé un peu de tout ce débat-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont parlé d'autre un matin, Francis? Pour faire suite à ce qu'An-Ting disait, c'est en effet, on a quand même beaucoup d'évidence que l'ECMO, c'est bénéfique pour la RDS réfractaire. Puis on est maintenant rendu même à faire des études de cost effectiveness pour voir si c'est une technologie qu'on peut implanter de façon encore plus libérale. Donc il y avait Dr Barrett qui présentait là-dessus, pas notre Dr Barrett là, mais un autre, qui expliquait justement, c'était quand même assez logique ce qu'elle disait, c'est que si on pense que le patient va avoir une bonne longévité avec une qualité de vie par la suite, plus le patient vivait longtemps suite à l'ECMO, plus c'était cost-effective. C'était quand même évident comme conclusion, mais on commence à avoir des études par rapport à ça, donc c'est quand même encourageant. Puis elle parlait que les instituts d'excellence là, comme l'INES et tout ça commencent à émettre des recommandations, des lignes directrices là, pour
savoir quand est-ce qu'on peut commencer à utiliser l'ECMO ou pas. Effectivement, l'ECMO, c'est quelque chose qui est une vieille technologie, si on veut, mais qui est très récent aux soins intensifs. Puis je pense que l'exposure de l'ECMO dans les congrès de soins intensifs, c'est probablement le ratio le plus élevé d'exposure qu'il peut pas avoir parce que depuis les 5 dernières années, ce n'est que ça dans les congrès de soins. Fait que c'est bien qu'il commence à avoir du recul puis on commence à évaluer ces choses-là parce que ça va se démocratiser puis il y a encore des centres probablement universitaires qui n'ont même pas d'ECMO puis ils vont finir par en avoir éventuellement. Oui, c'est bon ce que tu dis parce que Brady parlait justement de ça. Puis il disait qu'on devrait arrêter de parler de ECMO Center. Puis on devrait plutôt penser que ECMO fait partie de l'arsenal thérapeutique dans la RDS, dans tous les centres spécialisés qui gèrent des RDS. Donc pas juste un ECMO Center dans la province du Québec ou dans l'Est du Québec, mais tous les grands centres devraient pouvoir offrir ECMO éventuellement. OK, parce que les études montraient récemment dans les dernières années qu'il ne faut pas que tu en fasses juste 2 par année. Il faut que tu sois dans un centre qui en fait beaucoup pour avoir diminution des complications. Mais est-ce que tu penses que ça finirait par se répercuter dans les centres peut-être un peu des fois régionaux ou semi-régionaux, ceux qui sont un peu plus loin mais qui sont bien équipés? En fait, lui, ce qu'il disait, c'est que tous les patients qui gèrent des ARDS sévères, tous ceux qui vont jusqu'à... qui avant faisaient l'oscillation, qui maintenant font le proning, ou du NO, du Flenant, tout ça, devraient éventuellement pouvoir avoir accès à l'ECMO quand ça va être encore plus démocratisé. Ouais, puis il y a beaucoup de machines, juste pour, mettons, l'ECMO Percode, les machines qui sont transportables, là, donc tu n'as même pas besoin de perfusionniste pour ces types-là, parce que c'est temporaire, là, on s'entend. Ouais. Mais quand même, probablement que la technologie va finir par suivre, là, sauf que, en tout cas, pour ce qui est de nous au Québec, on est loin de ça. Là. Puis il va probablement avoir plus de machines diversifiées éventuellement, parce que ce que Brody disait justement, c'est qu'on doit arrêter de penser à l'ECMO juste comme une circulation extracorporelle et une oxygénation, mais aussi un outil pour supporter les organes extracorporels. Donc, il va peut-être avoir un ECMO, lui appelait ça extracorporeal organ support, donc une machine pour supporter le foie, une machine pour supporter les reins, une machine plus spécifique pour le cœur. Donc vraiment, il pense que l'ECMO va se diversifier, puis il va y avoir des fois un patient qui pourrait être équipé de 2-3 petites machines qui font un travail différent. Parce que le gros problème qui persiste encore avec l'ECMO, c'est les complications faramineuses, le segment, problèmes de coagulation, hémorragie cérébrale, etc. OK. C'est vraiment intéressant. En tout cas, je pense que c'est l'avenir. Là. C'est clair qu'on le sait depuis quelques années, mais j'ai hâte de voir comment ça va se développer puis comment que les centres ou la médecine, par exemple, nord-américaine va s'adapter à ça parce que c'est pas banal. Là. C'est pas de prôner un patient. Là. C'est de mettre un patient sous une circulation extracorporelle. D'autres choses qui t'ont frappé ce matin sur l'ECMO? Non, en terminant, de mon côté, il y avait Dr. Hannick aussi qui discutait des anticoagulations dans l'ECMO. C'est un sujet qui est quand même assez lourd parce que c'est une des principales complications de l'ECMO. Donc, on est en train de travailler présentement sur un inhibiteur du facteur 12A, puis aussi éventuellement peut-être essayer de reconstituer un endothélium qui pourrait être à l'intérieur des machines, surtout si on fait de l'ECMO long terme, ce qui pourrait éventuellement être possible. Un patient qui a même congélé soins intensifs sous ECMO. Là. c'est ce qui commence à se parler déjà. Là. Okay. Parce que on voit qu'est-ce qui se passe avec les machines de dialyse ou de CBVH, ça thrombose tout le temps, ça coagule tout le temps, fait que les machines d'ECMO, ça doit être pire, là, j'imagine. Oui. Ouais. Philippe, toi, tu es allé à la deuxième portion de l'ECMO. Qu'est-ce que tu as retenu de ta journée? Oui, c'était très intéressant. Dr. Brody, justement, c'est drôle parce que la deuxième partie de la matinée, il disait que l'étude Eolia en question, il disait que c'était une étude négative. Parce que le P était à 0.08, là, donc statistiquement, c'était pas significatif. Mais qu'en faisant des analyses post-hoc, puis une revue systématique, méta-analyse, puis une analyse bayésienne, que finalement, on peut considérer que c'est positif. Il parlait aussi de rescue versus salvation. Donc, on peut faire de l'ECMO en rescue ou en salvation, puis il faisait une différence intéressante. T'es-tu capable de me l'expliquer un peu, la différence, rapidement, entre les deux? Rapidement, tu sais, le rescue ECMO, c'est vraiment, par exemple, un centre qui est moins habitué d'en faire ou un centre qui ne peut pas faire de ventilation ventrale, mais qui aurait accès quand même à la technologie. Il pourrait se faire conseiller par un centre d'ECMO qui pourrait dire, bon, ben, OK, on est rendu là où on est un peu obligé de le faire parce que
c'est ça où le patient décède parce que c'est pas un patient qu'on peut transférer, par exemple. Donc là, ça devient un peu du rescue ECMO versus Mais c'est comme dans certains pays où est-ce que c'est les équipes d'ECMO qui se déplacent, là. C'est un petit peu ça que tu nous expliques? Je pense pas qu'il faisait allusion au fait que l'équipe se déplace en tant que telle, nécessairement, mais oui, ça pourrait être un peu le cas, là. Donc, en fait, pour faire le lien, c'est que le salvage ECMO, c'est vraiment quand le patient est en train de mourir, puis on a tout fait, là. On a fait les bloqueurs neuromusculaires, on a fait une diurèse agressive, on a fait la ventilation ventrale, on a tout fait ce qu'on connaît, puis là, ça fonctionne toujours pas, puis là, on commence de l'ECMO, mais là, c'est un peu un salvage ECMO, par rapport au rescue ECMO, que là, c'était un peu une nuance, là. OK. Fait que le salvage, finalement, c'est la dernière ligne thérapie, que tu n'as plus rien à perdre, mais là, on va le faire parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors que le rescue, ben, on voit qu'on est en train de perdre le contrôle, mais on a encore un peu de temps pour le faire, puis on est encore adéquat pour le faire. C'est un petit peu ça. Puis on n'a pas nécessairement fait tout ce qu'on pouvait faire pour la RDS. Mais que le setup ne nous permet peut-être pas de faire tout ce qu'on peut faire. C'est un peu ce que l'étude de Caesar il a démontré là, avec le rapatriement des patients en ARDS sévère vers Leicester, de mémoire, le centre en Angleterre. De mémoire, ça a été un cinquième ou un quart des patients qui n'ont pas été mis sous ECMO. Mais c'est des patients qu'on considère qu'en ARDS sévère, qu'on se dit, les centres périphériques, ils ont fait une bonne job, mais là, ils sont plus capables de les gérer, il faut qu'on les rapatrie. Puis effectivement, des fois, peut-être que quand tu arrives sur place, mais il désature tellement que tu veux bien essayer de le mettre en position ventrale, tu veux essayer quelque chose, mais il est tellement instable, il est tellement malade à ce moment-ci que tu te dis, si je le fais puis que je suis pas capable de le retourner ou je perds le contrôle, j'ai plus rien d'autre comme dernière ligne. Fait que, je comprends cette nuance entre le rescue et le salvation. Pour la plupart des médecins qui nous écoutent puis qui ne travaillent pas dans les centres universitaires, puis il y en a beaucoup, on est toujours confronté à ça. Hein. On le transfère, des fois les centres universitaires, envoie-moi là, je suis mal à l'aise de l'envoyer là, parce que j'ai trop peur. Là. Bon, on en a tous perdu, des patients avec des potassiums élevés que tu veux envoyer pour une dialyse, puis tu fais juste les bouger un peu, puis ils codent. Là. Fait que je comprends un petit peu le principe et la nuance. Autre chose? Pour ce qui est de l'étude négative, à la fin de la conférence, il y a un participant dans la salle qui s'est levé et a dit c'est sûr que l'étude Eolia était vouée à l'échec parce qu'on cherchait une différence de mortalité de 20%. Donc, une thérapie qui fait une différence de mortalité de 20% en soins intensifs, c'est miraculeux. Là. On n'a pas vu ça souvent. Non, c'est ça. Donc il disait c'est normal si on veut que l'étude soit négative. Ceci dit, si on avait voulu chercher un bénéfice de 5%, on aurait probablement dû recruter des milliers de patients, faire une étude sur 20 ans, donc évidemment, on n'aurait pas eu les ressources. Donc cette étude-là, en soi, était un peu vouée à l'échec. Un peu comme l'étude TTM, tant qu'à moi, mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais c'est le même principe, là. C'est ça. Nombre de patients, pas assez. Pour réaliser que finalement, ce participant-là, c'était Dr Gattinoni, donc l'expert en ECMO, qui, lui, a fait sa présentation tout de suite après. Il s'intéresse à la ventilation mécanique pendant l'ECMO. Est-ce qu'on fait une ventilation relativement standard d'ARDS avec un Long Protective Ventilation, ou on fait plutôt une ventilation beaucoup moins intensive, où on permet aux poumons de se reposer là, avec un rythme respiratoire très bas, genre 2 à 4 respirations par minute, mais avec un PEEP quand même pour maintenir... en fait, une hypercapnie permissive qui va être compensée par la machine d'ECMO. Exactement. Donc, toujours dans l'optique, comme on disait tantôt, de diminuer les barotrauma, volutrauma, atélectrauma et compagnie. Son équipe de chercheurs sont en train de faire l'étude Roméo. Donc, c'est une étude qui est en cours, puis on devrait avoir les résultats à venir. Donc, ça va être très intéressant de suivre ça. Est-ce qu'il parlait de la PRV un petit peu dans le mode de ventilation? Non. Non, on n'a pas approché ça aujourd'hui. OK. Autre chose sur l'ECMO? En fait, il y avait beaucoup de choses, mais il y a une intensiviste pédiatrique qui est venue présenter, mais quand même avec une approche adulte, là, mais elle parlait de... Tu sais, le ECPR, là, on peut le faire pour une protection neurocardio-pulmonaire, mais on peut aussi le faire dans une optique de préservation de dons d'organes, de préservation d'organes pour un cas de don d'organes. Ne serait-ce que parce que la perfusion de pression, la perfusion coronarienne, merci, est clairement supérieure avec l'ECMO qu'avec un massage cardiaque standard. Là. Ensuite de ça, il y a Dr Odo vers la fin de la session qui parlait des complications de l'ECMO, complications cérébrales, donc hémorragie ou ischémie, convulsions,
jusqu'à la mort cérébrale. Puis il évoquait les facteurs de risque. Donc, le fait de faire un changement rapide d'une PCO2, c'était un facteur de risque en soi. Là. Donc, quand on branche le patient sous ECMO, si on corrige la PCO2 rapidement, on a peut-être le goût de faire un high five, mais c'est peut-être pas une bonne chose. Là. C'est la preuve que faire de l'ECMO, c'est une thérapie ultra compliquée qui prend des gens qui sont vraiment formés et à l'aise avec ça. Puis c'était le cas de Eolia, là. C'était vraiment un centre d'expertise de haut niveau. Là. Puis malgré ça, on connaît les résultats un peu équivoques. Quelque chose d'intéressant, là, je pense, toujours dans cette section-là, c'était sur le monitoring neurologique non-invasif des patients sous ECMO. Donc, il a approché, il y avait 3 outils principalement. Donc, le NIRS, le Near Infrared Spectroscopy. Donc là, c'était surtout s'il y avait une asymétrie au niveau du signal qu'il fallait sonner l'alarme. Ensuite, il parlait de l'EEG en continu. Mais un EEG simplifié, là. Donc, par exemple, juste avec le cortex frontal, qu'on pouvait quand même détecter certaines choses, et la pupillométrie quantitative. Donc, c'est un outil qui regarde vraiment, qui peut quantifier. Donc, contrairement à ce qu'on fait nous, c'est une évaluation qualitative des pupilles, là. Mais c'est un outil électronique qui quantifie les mouvements des pupilles, puis qui peut même arriver avec un index, un score, si on veut, pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et encore là, s'il y a une asymétrie, mais ça peut nous emmener à entre autres, s'inquiéter sur les complications de l'ECMO. Donc ça, c'était très intéressant. Bon, c'était super, hein? L'ECMO, là, on est rendu un peu à d'autres choses parce qu'on en a parlé longtemps, fait qu'on va passer à un autre sujet. Sur un autre ordre d'idée, pour ceux qui vont dans les congrès, souvent, vous voyez, il y a toujours des posters. Maintenant, c'est des e-posters. Fait que c'est rare qu'on prend le temps d'en parler. Des fois, on les regarde, des fois, on les regarde un peu distraitement. Antine, aujourd'hui, toi, tu as pris le temps d'aller les voir. Fait que qu'est-ce que tu peux nous dire des posters que tu as vus aujourd'hui au CCCF? Je pense que c'est toujours intéressant d'aller regarder un peu les affiches parce que tu vas en parler un peu plus tard, là, mais c'est juste, je trouve que c'est un peu ça, des affiches. C'est du monde qui ont peut-être une bonne idée, qui ont eu un peu de financement, qui font un projet puis qui ont des résultats à nous présenter, qui sont peut-être pas toujours dans des grands centres ou des affaires de même. Puis parmi tous les posters, il y en avait 2 qui m'avaient vraiment marqué, dont un, c'était un intensiviste de l'Inde, que je connais un peu, qui avait fait sa formation à Toronto, entre autres, qui était retourné en Inde. Et lui, tu sais, dans un pays où il y avait peu d'assurance qualité, il y avait peu de données agrégées sur les différentes unités de soins intensifs à but de comparatif, il a réussi à implémenter un système de collecte de données de soins intensifs à travers 10 hôpitaux de l'Inde. Tout ça cloud-based. C'est assez incroyable. T'sais, après qu'on pense au Québec, on n'est pas capable de faire communiquer le OASIS du CHUM avec le OASIS d'HMR. Lui a réussi à mettre un cloud-based puis collecter des données, puis il disait que c'est le même système cloud-based qui est utilisé dans les hôpitaux à Sri Lanka, au Népal. Fait que, lui, il avait déjà la prochaine étape de commencer à vraiment, à travers, si on veut, l'Asie, commencer à standardiser les affaires. C'est assez impressionnant. Puis il y avait aussi une autre présentatrice qui était une intensiviste d'Éthiopie qui avait présenté un projet qu'eux ont regardé dans son hôpital, qui est un des gros centres là-bas. Les patients qu'on connaît, qui sont à l'urgence, les patients de soins intensifs, sont malades, mais ils ne sont pas capables de monter aux soins parce qu'il n'y a pas de lit. Elle a présenté rapidement un peu le devenir de ces patients. Je ne rentre pas en détail là-dessus, mais c'est juste que j'ai posé une question qui est, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la conclusion, c'est on a besoin de plus de lits. Puis je pense que dans la plupart de nos centres, c'est la même conclusion qu'on a à chaque jour. Ouais. Fait que j'ai demandé, si on n'a pas plus de lits, qu'est-ce qu'on fait? Puis ce qu'elle m'a dit, ce que je trouve ça intéressant, c'est qu'elle a dit, eux, dans leur hôpital, ils ont commencé à améliorer la formation auprès de l'équipe de l'urgence, auprès des résidents, de les exposer plus aux patients de soins critiques, à la littérature de soins critiques, puis aux données, puis se dire, si je suis pas capable de les monter, mais je vais m'assurer qu'ils soient bien pris en charge en bas. C'est une très bonne idée. Puis ça réagit bien. T'en as-tu parlé? Comment ils réagissent, les urgentologues, face à ça? J'ai pas eu le temps de poser la question. C'est dommage, mais ça aurait été intéressant. Ça aurait été bien. Effectivement. Puis ici au Québec, là, depuis, pour ceux qui sont au courant puis ceux qui nous suivent, on a un genre de système qui est pas plutôt intra-hospitalier, mais plutôt pour toute l'île de Montréal, qui s'appelle le Cool-C, qui est un peu calqué sur le Critical de l'Ontario, qui est un peu ça. On le sait que des fois, dans certains centres
centre universitaire, les lits vont être accaparés par des cas qui peuvent être soignés dans des centres secondaires, mais malheureusement, ils doivent annuler leurs chirurgies qui sont extrêmement complexes puis qui ont besoin de lits de soins intensifs. Fait que c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire, de mettre le bon patient au bon endroit puis de transférer les patients parce que justement, des fois, en période de pointe, l'urgence déborde, les soins intensifs débordent, fait que si on est capable de libérer du monde puis de les envoyer là. Mais de penser à faire une formation à la base, en dessous, à l'urgence, quand je dis en dessous, je veux dire souvent c'est au premier étage, là, c'est plutôt comme ça, je veux dire ça. Je pense que c'est une bonne manière de voir les choses, sauf que l'applicabilité de ça, peut-être que dans certains pays, c'est plus facile que d'autres. Moi, je voudrais enchaîner sur... aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses sur le sepsis, dont il y avait un talk là, d'à peu près 1h30 sur les traitements du sepsis. Fait que moi, ça m'a un peu marqué et ça m'a beaucoup intéressé, en fait, parce que je suis allé écouter qu'est-ce qu'il y avait à dire. Ils ont parlé, entre autres, des corticos. C'est pas la première fois qu'on en entend parler. Il a parlé des bêta-bloqueurs, mais surtout, on a parlé des aphérèses puis des immunoglobulines. Fait que ce que j'ai retenu de ça, le chercheur Rockwerg, qui a parlé des corticostéroïdes en sepsis, un de ceux qui a fait partie de l'évaluation des Surviving Sepsis Campaign en 2015, c'est bien parce qu'il a dit la première étude qui a été faite sur les corticos, c'était en 1963, puis ça s'est démontré comme étant négatif et même dangereuse pour le patient. Après ça, sur 56 ans qui a suivi, il y a eu 42 autres études randomisées contrôlées qui incluaient plus de 10 000 patients, puis malgré ça, pas encore capable d'avoir un consensus avec ça. Les 2 dernières études qui sont venues un petit peu mettre la finalité là-dessus, c'est l'étude Approach puis Adrenal. Pour ceux qui les ont pas lus, rapidement, je vous donne les conclusions. Donc, les 2 études ont montré que les corticostéroïdes avaient un effet sur le renversement du choc, ce qu'on appelle le shock reversal. Donc, c'était efficace pour les 2, mais pour la mortalité, il y a juste Approach qui a montré une légère baisse de mortalité, puis Adrenal qui n'en avait pas. Fait que globalement, si on regarde les Surviving Sepsis Campaign maintenant, on dit que lorsque le choc est vraiment réfractaire, les corticostéroïdes comme l'hydrocortisone peut être bénéfique. Par contre, lui, ce qu'il a fait, c'est que il a évalué en termes de ce qu'il fait comme étude, c'est qu'il s'est rendu compte que les corticostéroïdes, lorsqu'on les donne aux patients les plus malades, vont avoir le plus d'effets secondaires, l'hypernatrémie, l'hyperglycémie, puis surtout la polyneuромyopathie des soins intensifs. Mais par contre, ils vont être très efficaces si le patient est malade. Puis dans un autre idée inversée, si le patient est moins malade, un petit sepsis, il va avoir un peu moins d'efficacité, mais un peu moins d'effets secondaires. Alors, j'ai comme senti venir sa conclusion qui dit, finalement, j'en donne à tout le monde. Fait que j'ai trouvé ça un peu spécial, ça m'a un peu comme dérangé. Je vois pas le grand danger de le donner, surtout s'il y a moins d'effets secondaires, mais c'était comme une conclusion facile de dire, on revient où est-ce qu'on était, on donne des corticostéroïdes à tout le monde. Toi, Francis, tu étais avec moi, je sais pas comment tu l'as perçu, mais ça m'a un peu... je sais pas, je me questionnais, y a-t-il un conflit d'intérêt là-dedans? Parce qu'il est très impliqué dans ces études-là, ou vraiment, il pense vraiment, puis il veut en donner à tout le monde, mais c'est pas banal de donner de la cortisone non plus, là, tu sais. Non, c'est clairement pas banal. Je pense qu'il faisait un peu référence aussi à Corticus Pianan, qui, je pense aussi, le protocole de Médurie, qui démontrait que quand on donnait la cortisone un peu plus rapidement chez les patients qu'on voyait venir en sepsis sévère, il y avait un bénéfice là, au niveau de l'évolution par la suite. Mais en effet, il était quand même assez catégorique dans sa conclusion, disant que avant, on recommandait la cortico seulement pour les patients qui étaient en choc réfractaire, où on était pas capable de sevrer les amines, où il y avait une persistance de dysfonction multiorganique. Mais maintenant, il va jusqu'à dire que chez tout patient avec un sepsis sévère, ça vaut la peine de partir de la cortisone plus rapidement que trop tard. Oui, puis sa dernière conclusion était un peu spéciale aussi parce qu'il disait que sur les trucs de mortalité, ça donnait juste un odds ratio de 0.93, donc 7% là, de gain. Et il disait que lui, il pense qu'il n'y a même plus besoin de faire des études randomisées contrôlées pour essayer de parler de la mortalité de la cortisone. Il dit il y en a trop eu, il y en a assez, c'est assez. C'est rare parce qu'on dit toujours plus d'études sont nécessaires, plus d'études sont nécessaires. Puis lui, il est arrivé, il a dit non, c'est assez, plus besoin d'études là-dessus. Fait que il y avait quelque chose de spécial dans son talk, mais c'était intéressant, là, la manière qu'il l'apportait. Ce qu'il disait, c'est qu'on ne trouvera jamais une grande différence, puis grand chiffre. Exactement. Même si on répète les études. Donc, pour lui, c'est assez. Ouais, il était quand même assez tranché. Assez tranché, oui. Un petit mot sur les bêta-bloqueurs en sepsis. Je me souviens qu'il y a à peu près 3-4 ans au CCCF, on avait parlé des bêta-bloqueurs en sepsis. Dr Cassis, qui est venu en parler, il parlait un peu de tout ce qu'on sait, là, de la tachycardie
en début de sepsis, puis la tachycardie qui continue. Donc, souvent, la tachycardie, au début, elle est nécessaire, elle est compensatoire. Mais après un certain temps, après 24-48 heures, si tu continues de tachycardie, il y a plus de mortalité qui va être associée à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a reparlé de l'étude qui fait que moi, ça avait un peu changé ma pratique. Il disait que lorsqu'on avait évalué les patients qui étaient bêta-bloqués en sepsis, chez des gens qui prenaient déjà des bêta-bloqueurs versus des gens qui n'en prenaient pas, puis qui avaient bêta-bloqué tout ce monde-là, c'est le groupe qui prenait déjà des bêta-bloqueurs qui ont survécu. Pourquoi? Parce que c'est eux autres qui ont les cœurs malades, puis qu'à l'autopsie montrait qu'il y avait de la nécrose, il y avait de l'édème cardiaque parce que la demande était élevée puis le cœur en avait souffert. Puis le bêta-bloqueur a un effet sur les coronaires aussi. Donc, ce qu'on sait, qui montre qu'il y a un trend qui n'est pas vraiment ultra prouvé, mais qu'il y a un trend, c'est que si ton patient est déjà bêta-bloqué, laisse-lui ses bêta-bloqueurs, puis celui qui ne l'est pas, donne-lui pas. On ne parle pas de FA, là, on parle vraiment de tachycardie. Là, naturellement, quand c'est de la FA, c'est une autre histoire. Il a parlé de l'étude de Morelli en 2013 là, sur l'esmolol, qui montrait qu'il y avait une diminution de la mortalité sur le groupe esmolol. Moi, j'ai jamais compris cette étude-là. J'ai toujours été complètement renversé par cette étude-là, parce que dans le groupe qui recevait pas d'esmolol, il y avait 80% de mortalité, puis dans le groupe qui recevait l'esmolol, il y avait 50% de mortalité, alors qu'on sait que overall, dans le monde entier, le sepsis tue entre 25 et 40% des patients. Puis quand je dis overall, nous autres, c'est plus 25, puis probablement les pays qui sont plus en voie de développement, c'est plus le 40. Alors je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude-là? C'est qui ces patients-là? 80% de mortalité. Donc, ça vaut ce que ça vaut. En fait, moi, personnellement, je trouve que l'étude de Morelli vaut pas grand-chose. Mais, puis, il y avait un target. Il visait de 80 à 94 le pouls. Il était très, très, très structuré. Fait que c'était quand même un peu spécial, mais au bout de la ligne, moi, ça change pas ma manière d'être. C'est que si mon patient fait de l'AFA, là, c'est sûr que je vais faire tout pour le ralentir. Mais si c'est une tachycardie qui persiste après les premières heures de sepsis, je vais laisser les bêta-bloqueurs aux patients qui ont des bêta-bloqueurs. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous faites avec le sepsis et les bêta-bloqueurs? Est-ce que vous avez tendance à garder votre monocorde? Parce qu'on se le fait demander par les nurses. Là. Le monocorde, demain matin, je le donne-tu s'il y a encore de la lévo? Puis qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était un peu contre-intuitif de bloquer le bêta alors qu'on donne des amines qui a du bêta dedans, là. Moi, quand j'arrête, ils me demandent toujours si je suis certain de l'arrêter parce que le Dr Ajmo, lui, il continue. Ce qui était intéressant, c'est que dans ces données, il démontrait que si on ajoutait ou si on maintenait les bêta-bloqueurs, il y avait une diminution. Il y avait un petit graphique, là, je l'ai juste noté avec ma mémoire photographique, là, mais il y avait une diminution de l'utilisation des amines malgré qu'on utilisait les bêta-bloqueurs. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que souvent, nos infirmières nous disent « Ah, j'ai pas donné le métoprolol ce matin, le patient avait une pression basse ou j'ai monté les amines cette nuit. » Mais dans le fond, les données démontrent qu'on peut donner moins d'amines si on maintient les bêta-bloqueurs. Oui, vraiment intéressant. Toi, Antine, est-ce que tu gardes les bêta-bloqueurs sur un patient qui l'est déjà ou... J'avoue que j'ai pas de tendance à les garder puis je les arrête pas mal tout le temps. Mais c'est vrai que, avec des données comme ça, la question se pose. Est-ce qu'on devrait les garder? Parce que ce qu'on fait, des fois, c'est qu'on change nos amines. Si ton patient est très tachycarde parce qu'il y a des hautes doses de lévo, t'es peut-être aussi bien de mettre de la phényléphrine, là, ou quelque chose d'autre, ou de la vaso, là. Tu vas moins faire tachycarder ton patient. Autre point intéressant, c'était Zari Shansky qui est venu nous parler des aphérèses, donc des plasmaphérèses finalement, puis des immunoglobulines. Au niveau des immunoglobulines, il n'a pas dit grand-chose. Ils ont fait des études pour évaluer qu'est-ce que le monde faisait sur la planète finalement, puis c'est toujours la même affaire. Les infections cutanées à staph puis à strep, c'est bien reconnu. On se dit pourquoi on donnerait des anticorps à quelqu'un qui a déjà une réponse immunitaire excessive, mais on le sait que des fois dans les chocs septiques, il n'y a pas de réponse immunitaire adéquate. Fait que ça plaît à l'esprit, mais ça montre pas grand-chose de gain. Par contre, les plasmaphérèses, c'était vraiment intéressant. Puis lui, il vient du Manitoba, puis il vient d'avoir le droit de commencer une étude pilote qui s'appelle Plexis, qui est le plasma exchange, donc les plasmaphérèses chez les patients en sepsis avec une défaillance multiorganique, le MOF qu'on appelle. Puis il s'est pas cassé la tête, ils font leur protocole standard de 5 jours de plasmaphérèse, comme on fait pour un Guillain-Barré par exemple. Puis ils vont le voir, puis il avait l'air à aller beaucoup sur la pathologie qu'il veut essayer de réduire, c'est surtout les problèmes de coagulopathie, puis ce qu'il appelle le TAMOF. Donc en fait, le TAMOF, c'est quand vos plaquettes baissent dû au multiple organ failure, donc c'est thrombocytopénie associée au multiple organ failure. On le sait tous, quand on a des sepsis, souvent nos plaquettes baissent. Il y a à peu près 30% des patients, eux, qui ont évalué, qui baissaient au niveau de leurs plaquettes, puis qui ne sont pas en CIVD ni en HIT, là. Alors, c'est vraiment juste dans la consommation au niveau septique. Fait que ça, c'est intéressant. L'étude vient d'avoir
le droit de débuter pour l'étude pilote. On va voir ça, ça risque d'être intéressant. Par contre, j'en parlais avec mon collègue Francis tantôt. Advenant le cas que c'est efficace, je pense même pas que la structure au Québec de placement Ferrez peut accueillir des patients en choc septique. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui en font, puis il n'y a pas 50 000 machines, c'est pas de la dialyse, là. Je veux dire, c'est pas des machines disponibles. C'est comme vous autres à la Maisonneuve-Rosemont, des machines de placement Ferrez, vous en avez une, deux ou plus que ça? C'est une très bonne question. Habituellement, les machines de placement Ferrez c'est l'hémato qui les ont. Ça, ouais. Fait que c'est une très bonne question combien ils en ont, mais effectivement, là, c'est pas tous les services d'hémato dans les hôpitaux qui ont accès à ce genre de thérapie. On pourra pas aller vers là. Et finalement, ça nous amène à la vitamine C. Fait que ça a été assez bien comme discussion aujourd'hui sur la vitamine C. Je vais laisser Francis nous en parler, puis Antin aussi, parce qu'on fait un lien avec la conférence de Dr. Marik l'année passée qui s'était pas très bien passée. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de la discussion qui a été faite par Dr. Lamontagne de l'Université de Sherbrooke, qui est un peu en charge de l'étude de Love It? Ouais, c'était quand même, cette année, c'était un peu plus tempéré comme discours. C'était le Dr. François Lamontagne qui présentait l'année passée avec Dr. Marik. Ça avait quand même été assez houleux. Ça avait été, il avait présenté quand même assez drastiquement ces données. Il était quand même assez paternalistique dans la manière qu'il transmettait son message. Il disait vraiment, si on donne pas la vitamine C, il faut vraiment considérer si on fait une bonne pratique médicale. Ça avait quand même créé beaucoup de tension, là. Ça avait créé un tollé là, dans l'audience. Cette année, La Montagne, il revenait avec d'autres données. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours présentement. Puis il y avait un discours beaucoup plus tempéré. Quand même, l'étude de Marik a beaucoup suscité la curiosité par rapport à la vitamine C, puis c'est bon qu'on continue la recherche par rapport à ça. En fait, il disait que les résultats de Marik étaient consistants avec le reste de la littérature. Oui, c'était juste disproportionné les résultats de Marik avec une diminution de la mortalité qui était vraiment, vraiment très grande. Il n'y avait pas beaucoup de patients, juste 94 patients, c'est ça. Dr. Marik. Donc, La Montagne, lui, avec ses études, avec ses données, il démontre une diminution de mortalité de 45 à 30% avec l'utilisation de la vitamine C, mais je pense que c'est des données préliminaires, là, ce que j'ai cru comprendre. Puis je pense que là, on va avoir beaucoup plus de données qui vont arriver avec les nombreuses études. Il y a une étude justement en cours avec Dr. Lamontagne qui s'appelle Love It. Je pense que HMR participe à cette étude-là d'ailleurs. Oui, c'est une étude pan-canadienne, fait que plusieurs centres au Canada, puis au Québec, Sherbrooke participe, nous participons, Québec aussi, fait que il y a plusieurs hôpitaux québécois qui sont dans l'étude. Ils veulent avoir à terme en 2022 800 patients. C'est ça qu'il veut viser. Puis il y a même des visées qu'il veut sortir en dehors du Canada qui disaient que s'il est capable de le faire. Mais sinon, ça a l'air à rester comme ça. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est pour ceux qui l'ont lu, Citrus Alley qui est sorti dans je pense que c'est dans le JAMA ou dans le New England, en tout cas en début octobre, là, ça vient juste de sortir. Même si c'était pas le bénéfice de mortalité qui était le premier outcome évalué, ça a montré vraiment une bonne différence au niveau de la mortalité qui était une association entre les ARDS et les sepsis. Alors, moi, mon opinion personnelle, je suis pas encore très early adopter là, de la vitamine C. Par contre, je vois le lien, je vois que la base, la science en dessous de ça, elle semble bien. Il faut savoir que les humains, on n'est pas un animal qui est capable de la synthétiser, on en a besoin. Est-ce que c'est ça les bonnes doses? Est-ce qu'on a besoin d'autant de doses de 1,5, de 6 grammes par jour? Parce qu'on sait que dans le scorbut, ils prennent même pas ça comme dose, puis sont en déficit. Alors, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec ça, mais c'est intéressant. Puis il y a peut-être quelque chose de bien. Ça a peut-être mal commencé, mais peut-être que ça va bien finir. Puis c'est un traitement qui est assez sécuritaire. Puis c'est un traitement qui coûte pas très cher. Donc, des fois, quelque chose de bien basique, ça plaît pas toujours à l'esprit des scientifiques. Puis ça fait limite homéopathique, là, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va marcher avec ça. Fait que on va en entendre parler en masse dans les prochaines années. Oui, Antin? Une des complications qui a déjà été décrite dans le passé avec la vitamine C, c'est l'oxalurie au calcium, avec du calcium. Là. Puis le risque de néphropathie. Mais par exemple, dans l'étude Love It, c'est un des outcomes qui est regardé. Là, fait que on va voir avec les doses. Justement, je pense que c'est un très bon point de dire il y a peut-être un effet là. Maintenant, on ne sait pas encore c'est quoi la dose. Est-ce qu'on en donne trop, pas assez?
il y a encore beaucoup d'études à venir. Ouais. Puis le problème aussi, c'est que si on résout le choc rapidement, on va résoudre l'insuffisance rénale rapidement. Puis c'est pas parce qu'il y a des dépôts de cristaux dus à l'acide ascorbique, à la vitamine C dans le rein qui vont pas se clairer éventuellement puis que la fonction rénale va pas récupérer après. Je pense que c'est important de voir est-ce que ça va créer des dommages à long terme ou c'est juste un truc temporaire à travers de ça. Fait que on a souvent reproché à la vitamine C de ne pas être scientifique, mais il va falloir l'étudier de façon scientifique et adéquate là, par rapport à ça. Fait que ça fait un petit peu le tour sur le sepsis. Je vais revenir à toi, Antine, sur la réhabilitation. Aujourd'hui, on parlait beaucoup de réhabilitation. C'était peut-être le côté qui était moins science fondamentale, là, qui était un peu plus intéressant à ce niveau-là. Fait qu'est-ce que tu as retenu au niveau de la réhabilitation? Ça a été 4 présentateurs, tous excellents. Je vais essayer de faire ça rapidement. Je pense que les messages clés là-dedans, c'est que, je pense que c'est quelque chose que, encore une fois, qu'on n'en parle pas tant que ça dans nos unités. Je pense que, surtout au Québec, il y a beaucoup d'hôpitaux où la présence d'un physiothérapeute, des fois, il n'y en a même pas aux soins intensifs, fait que c'est une barrière à implémenter. C'est quand on parle avec les hôpitaux en Ontario, surtout les hôpitaux universitaires, des fois, ils ont 3 physiothérapeutes par unité, là, c'est pas la même game du tout. Fait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Mais ce qui est intéressant, qui est ressorti de cette conférence, un des présentateurs qui disait, si on prescrit la physio quand on prescrit un médicament, il faut qu'on sache c'est quelle dose, c'est quelle fréquence, et tous ces paramètres-là. Puis encore présentement, ce que la personne présentait, c'est que avec les études qu'on a, on ne sait pas encore c'est quoi la bonne dose de physiothérapie. On le cherche encore la bonne dose. Fait que il y a encore du flou autour de ça. Puis l'autre chose qui était intéressante, qui était ressortie, c'est il y avait des études ça je trouvais ça intéressant, des études très très physiologiques qui regardaient justement le besoin d'oxygène, le VO2 pendant la physiothérapie. Puis que ça augmentait drastiquement chez les patients de soins intensifs. Fait que ça remet en question aussi, mais encore une fois, à quel moment on devrait faire la physiothérapie? Oui, on parle de la physiothérapie le plus tôt possible, mais encore une fois, peut-être pas quand il y a 3 amines, 12 de lactate. Fait que à quel moment est-ce qu'on devrait le faire? Puis il disait même, mais l'autre chose qu'on remarque, c'est que les patients de soins intensifs, ils notent une déplétion des ATP au niveau musculaire, ce qui fait en sorte que souvent, ce qu'ils disent, peut-être qu'au début, même si tu veux faire la physiothérapie, il ne sera pas capable de la faire. Il n'y a plus d'ATP dans les muscles. Tu vas juste peut-être faire du dommage à ce muscle-là. Fait que c'est quand le bon moment, quand est-ce que les ATP vont se répléter, quand est-ce qu'ils vont commencer à pouvoir le faire. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. C'est un gros sujet, je pense. C'est un gros domaine de recherche. Là. Ouais. Tu viens de m'allumer à quelque chose, puis je me dis, oh my God, je veux dire, même on sait, on donne des doses d'antibiotiques parce que les recherches ont dit donner ces doses-là, mais des fois, la charge bactérienne d'un n'est pas la même que l'autre. On ne devrait pas donner, mettons, Tazo 4,5 à un, puis 3,7 à l'autre pour le même poids, la même fonction rénale. Alors, la physio, c'est la même affaire, puis il n'y a pas 2 personnes. Il est vrai que ça dépend de ton, justement, quand on parlait de l'index de fragilité d'avant, de ta force musculaire, de ta forme physique de base. Je veux dire, ça devient extrêmement compliqué à évaluer qui a besoin de quoi. En fait, je pense que c'est le physiothérapeute qui doit le voir assez rapidement. Lui, il est capable, lui, il n'est pas capable. Parce qu'il nous le demande. Je peux-tu le bouger? Je peux-tu faire ça? Puis on y va avec selon notre connaissance à nous. Ah oui, OK, il est rendu avec 5 litres d'oxygène. Je pense qu'il peut essayer de se lever. Mais c'est purement empirique, là. Ouais, il n'y a pas de lien avec ça. D'autres choses sur la réhabilitation qui est venue te... Après, encore une fois, c'était une session très fondamentale. Là, fait qu'il y a eu des protéosomes et des ubiquitines. Je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail. On va passer pour cette fois-là. On garde ça pour un prochain podcast. On va l'appeler Hunting et les protéosomes. Ça va être comme ça. Avant de finir avec le dernier sujet de la dernière conférence d'aujourd'hui, je voudrais juste faire un petit mot. Il y avait sur le délirium, il y a toujours beaucoup de choses sur le délirium. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est toujours la même histoire. Les benzodiazépines donnent du délirium. Il faut faire attention à ça. L'index est 4,5 fois plus de délirium côté à ça. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant. Il y avait un chercheur, j'oublie son nom, je crois que c'est... j'ai oublié son nom. C'est Cassis qui est venu parler du Tylenol et du délirium. Lui, il a fait une étude en post-opératoire, puis ils ont décidé de donner du Tylenol sur un régime de 1 gramme aux 6 heures IV. Je dis bien IV, le paracétamol ou Tylenol IV, pour les gens qui nous écoutent selon leur pays. Q6 heures pour 8 doses, donc pour 2 jours. Et c'est une étude 2 par 2. Donc, ils ont comparé le Tylenol avec le placebo. Puis en dessous de ça, ils ont comparé le
dexmédetomidine avec le propofol. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune différence entre le propofol et la dex au niveau du délirium. Je ne suis pas sûr que la compagnie dex va être contente, mais par rapport au Tylenol puis le placebo, ils ont montré une différence, et quand ils le comparaient aussi à la dex et au propofol, il y avait beaucoup moins de délirium. On le sait que le délirium va faire des déclins cognitifs de 1 à 12 mois après, donc le délirium, maintenant, on le voit, là, les gens sont beaucoup plus allumés à ça, ils font beaucoup plus attention à ça. Le problème, nous, au Canada, pour l'instant, on n'a pas encore le Tylenol IV, mais on va l'avoir sous peu, apparemment. Mais vraiment, moi, ce qui m'a marqué, qui m'a frappé là-dessus, et même j'ai rencontré une des pharmaciennes de Notius qui était là, puis j'étais allé la voir après pour avoir son opinion. Mais apparemment que le Tylenol a un effet anti-inflammatoire et que le Tylenol aurait une diminution neuro-inflammatoire parce que ça agirait sur la COX. Alors, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous pouvez me répondre par oui ou non, parce que de brasser de la tête de chaque côté, ils nous entendent pas. Alors, sans blague, je veux dire, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est une des théories, parce que la théorie la plus claire, c'est que si on fait 48 heures de Tylenol en post-op, le patient a moins mal. Donc, s'il a moins mal, il y a moins de délirium. Si le patient a moins mal, il prend moins de narcotiques. Moins de narcotiques, moins de délirium. Ça, c'est les deux hypothèses de base. Mais il est vraiment allé vers une hypothèse anti-inflammatoire. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Non. Non. Jamais, hein? C'est Non. vraiment spécial. Peut-être que c'est une formulation IV, mais vraiment, c'était ça, ses prochaines études, c'est de sortir des unités de soins intensifs chirurgicaux, aller plus vers le médical, d'essayer le Péros aussi, pour voir qu'est-ce que ça va faire. On sait qu'avec ERAS, maintenant, ils sont beaucoup plus agressifs, les chirurgiens, hein, puis tout le monde est mis sous Tylenol de façon régulière pour au moins 2 à 5 jours là, après la chirurgie. Alors, on va voir ça. Alors, je trouvais que c'était une voie de réflexion puis un domaine d'étude qui reste être intéressant, parce que encore là, des fois, ça revient avec des médicaments basiques qui viennent changer, qui peuvent venir changer la donne. Je vais terminer avec le talk de la journée. Pour ceux qui connaissent Dr. Tobin, qui a écrit des livres de médecine, il vient à peu près aux 2 ans au CCCF vers une conférence. Il y a 2 ans, il a fait une conférence incroyable sur les Think Outside of the Box, là, ceux qui pensent en dehors de la norme. Aujourd'hui, il est venu parler du consensus. Alors, j'étais avec Francis quand il a parlé de ça. C'est extrêmement difficile pour moi et Francis de vous résumer sa conférence. En fait, c'est impossible. C'est quelqu'un qui a une élocution et une culture incroyable. Juste ses slides et son PowerPoint est incroyable. On voit qu'il doit lire, Francis dit, il doit lire au moins 1 ou 2 livres par semaine en dehors de la médecine. Ce gars-là pourrait être cultivé de même. Oui, fort probablement. Mais globalement, moi, ce que j'ai retenu de ça, j'ai adoré ça, c'est que il voulait juste parler que les consensus en médecine, ça tue la médecine. La consensus en science, ça tue la science. D'une certaine manière, il dit, quand on veut faire de la science, il faut faire une thèse, puis il faut mettre après ça une antithèse. Puis à la discussion, un peu comme il disait, Socrate faisait beaucoup de dialogue. Donc, au dialogue, c'est de là que la science peut sortir. Fait que si tu fais une thèse et une antithèse, ça donne une synthèse. Et cette synthèse-là devient la science. Et ensuite de ça, c'est mis à rude épreuve, puis à un moment donné, on fait « Oh, là, ça marche peut-être plus. » Fait qu'on va faire une nouvelle thèse, une nouvelle antithèse, puis on va aller là. Mais ce qu'il disait qui est intéressant, c'est qu'il disait que cette manière de réfléchir-là, c'est la manière qui vient de la base, ce qu'il appelait le bottom-up, donc du bas vers le haut. Et c'est ça qui crée la science. Alors que les consensus, comment qu'on les voit aujourd'hui, c'est du top-down. C'est un groupe d'experts qui s'assoit autour d'une table, puis qui décide. Ils décident qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, puis que tout le monde va suivre ça après. Mais il dit la seule manière de décrire si c'est une recommandation faible ou forte, c'est que si 70% des gens autour de la table vont décider que c'est bon, ils vont dire que c'est une recommandation forte. Et ça, c'est dangereux pour la science parce qu'à partir de ce moment-là, les gens vont prendre ça pour comme du cash et partir avec ça. Et là, il n'y aura plus de discussion possible jusqu'à temps qu'un prochain groupe d'experts décide de refaire une nouvelle évolution avec ça. C'était vraiment intéressant. Moi, c'est ça que souvent que j'essaie d'enseigner à mes résidents. C'est ça que je disais à Français, je suis quasiment jaloux parce que il dit ce que je pense, mais il dit 100 fois mieux que moi. Fait que je suis pas capable de le dire de même, mais c'est un petit peu ça, de dire qu'à un moment donné, il faut laisser les gens à la base de faire monter la science puis de créer ça, parce que c'est comme ça que la science, la médecine a été fait, et pas juste la science, là, toutes les sciences en fait. Je sais pas si je l'exprime bien, je sais pas toi qu'est-ce que tu as retenu de plus par rapport à ce que Tobin a dit, mais c'était vraiment un peu renversant comme vision des choses. Oui, c'est dur, comme tu dis, de résumer sa pensée.
mais il faisait beaucoup de parallèles avec les Grecs, que dans le fond, c'est eux qui ont fondé la science en permettant le dialogue, en permettant des idées contraires, que les consensus, c'est plutôt un processus politique basé sur le vote. Il faut juste avoir 70% du vote, puis on peut émettre des recommandations, puis que ça va créer en effet... ça va faire qu'on va arrêter de penser, puis de remettre les choses en question, puis on va arrêter de faire progresser la science. Donc, comme tu dis, il faut vraiment que ça vienne de la base, de la science, des cliniciens, ça monte vers le haut. On s'obstine, on parle, on discute des sujets chauds, des sujets controversés. Puis c'est comme ça qu'il faut faire avancer la science. Puis ce qui est intéressant, mais il n'en a pas parlé, mais on en a parlé après ensemble, c'est les médias sociaux qui permettent maintenant de débattre de sujets controversés beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus efficiente. Versus là, avec des éditoriaux dans des journaux qui sont publiés. Explique-le, ça, c'était vraiment intéressant parce que, justement, vas-y, je te laisse aller là-dessus sur l'éditorial que lui a fait à l'époque. Là. Oui, il avait fait un éditorial, il avait publié, je me souviens plus c'était quoi l'étude, là, mais... C'est un papier sur la ventilation, là. Mais ça n'a pas d'importance, le sujet. Il critiquait un peu la méthodologie qui avait été utilisée dans la méta-analyse. Puis, il demandait des comptes, si on veut. Il voulait avoir un peu l'opinion des gens qui avaient fait l'étude. Puis, les gens qui avaient fait l'étude avaient juste pas répondu à l'éditorial. Puis, l'éditeur en chef du journal avait dit que c'était déplorable. Puis, qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une réponse. Puis, on voulait au moins avoir la raison pourquoi vous n'avez pas donné de réponse. Donc, c'est... Mais il se faisait ça à coups d'éditoriaux dans les journaux à 1 mois d'intervalle. Aujourd'hui, Twitter aurait réglé ça en une fraction de seconde. Exact. Là. Fait que c'était vraiment intéressant, mais effectivement, je pense que les médias sociaux, dans un truc comme ça, peuvent vraiment aider à faire pousser les choses. On le voit avec le FOAM, c'est un peu la base de nous, ce qu'on fait, le francophone. On essaie de donner notre opinion, de sortir des sentiers battus, de penser. Je dis pas que les consensus et les guidelines, c'est pas bon, mais je pense que, on le disait un petit peu en dehors des ondes tantôt, si, par exemple, tu as un patient qui code devant toi, puis que tu es un médecin hospitaliste, puis que tu fais jamais de code, ben c'est absolument correct de sortir ton truc d'ACLS, puis de dire, OK, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis, comme il disait aujourd'hui, il a déjà donné un talk, Dr. Tobin, guidelines help you to go through the day, là, de passer à travers la journée. That's it. Mais c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Alors, de cette manière-là, le guideline va t'aider. Mais après ça, quand tu développes l'expérience, tu développes une expertise là-dedans, ça se peut que tu déroges des guidelines et que ça soit mieux même pour ton patient. Fait que c'est un petit peu ça aujourd'hui qu'on a vu. Vous avez pas vu le talk de Tobin, mes 2 autres collègues, Dr. Saint-Arnaud et Dr. Wang. Dommage, c'était vraiment bon. Puis comme je disais tantôt, je pense qu'il faut l'écouter au moins 3-4 fois, ce talk-là, mais il n'y a rien enregistré. Malheureusement, c'est dommage. Alors, merci encore d'avoir participé. C'était très agréable de vous avoir puis de pouvoir couvrir plus de territoire. Donc, je tiens à vous dire que ça a été une expérience le fun. C'est la première fois qu'on le fait. Je pense qu'on va le refaire. J'espère que vous allez aimer nous écouter. Ça va être deux podcasts qui sont un peu plus longs que d'habitude, mais qui vous font un bon résumé de ce que vous avez manqué si vous n'êtes pas venu à Toronto, avec la première tempête de neige en plus de l'année à Toronto. Personne n'a des pneus d'hiver. C'était catastrophique. Je dis à tout le monde de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site francophone. N'hésitez pas à partager nos podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, sur le site francophone également. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir participé. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.